Donc on a vu ce que c'était une diaclase, on a décrit dans le détail une diaclase et comment elle se propageait, les marques qu'elle pouvait laisser, et on a classifié les différents types de diaclases suivant plusieurs grandes familles, que ce soit dans les roches sédimentaires, les roches magmatiques. Nous voyons maintenant comment se forment ces diaclases et les différents mécanismes qui permettent de former des diaclases. Alors, il y a un certain nombre de mécanismes qu'on va décrire au fur et à mesure. Et on va commencer, bien sûr, par l'influence, l'importance des contraintes tectoniques dans la formation des diaclases. Alors, il y a une relation particulière entre l'orientation des contraintes tectoniques et l'orientation des diaclases. C'est illustré sur ce schéma que vous avez ici à droite. Les diaclases, qui sont tous ces traits noirs plus ou moins épais, sont en général parallèles à sigma 1 et sigma 2, c'est-à-dire que sigma 1 et sigma 2 sont compris dans le plan de la diaclase, et surtout, ce qui est plus important, c'est que les diaclases sont perpendiculaires à sigma 3. En général, c'est comme ça. Après, dans le détail, vous pouvez avoir des petites variations d'orientation, mais déjà, si vous retenez ça comme principe général, c'est très bien. Donc sigma 1, sigma 2 dans le plan de la diaclase, donc parallèle à la diaclase, et sigma 3 perpendiculaire à la diaclase. Donc encore une fois, c'est un schéma idéal, la nature étant souvent bien plus complexe. Alors, on peut également avoir des relations particulières entre l'orientation des diaclases, la contrainte dans des structures particulières, notamment les plis. Donc on va voir qu'est-ce qu'on trouve comme type de diaclase dans les plis. Donc c'est illustré par ce schéma et cette petite animation que vous avez ici à droite. Donc on voit que les diaclases sont souvent réparties sur la partie extrado du pli. Là, vous allez, lorsque vous plissez, vous allez avoir localement une extension, et ce qui va favoriser la formation des diaclases qui vont être en général perpendiculaires à l'orientation des couches. Euh, donc c'est illustré par tous ces traits bleus que vous avez ici à gauche, et puis dans la petite animation, vous voyez les fractures qui grandissent et qui se propagent radialement vers le centre dans la partie extradose du pli. Vous avez également les petits cercles verts là qui vous illustrent l'ellipsoïde de déformation et qui montrent bien une extension parallèlement au litage, parallèlement au pli. Alors on a souvent également des fractures qui sont cisaillantes, qui sont ici en rouge, qui sont principalement sur les flancs du pli et qui accommodent un peu le plissement, la déformation. Fractures cisaillantes qui peuvent devenir des failles si vous avez un déplacement qui est suffisant. Donc ça, dans la réalité, bah voilà ce qu'on peut observer. Vous avez ici un très joli pli et puis un certain nombre de fractures qui sont remplies par de la recristallisation. Donc rigoureusement, c'est ce qu'on appelle des veines. On verra par la suite euh, ces veines, mais bon, c'est la même analogie avec des diaclases. Donc on a un certain nombre de diaclases qui se sont formées lorsque cette structure s'est plissée. On en voit également au premier plan, là vous avez un très joli pli que je souligne en rouge, et vous avez des fractures qui sont radiales par rapport à cette structure plissée. Une autre structure particulière dans laquelle vous avez une relation entre l'orientation des contraintes et puis l'orientation des diaclases, c'est au niveau des failles, bien évidemment, puisque vous avez beaucoup de déformations qui s'accordent au niveau des failles. Et un type particulier de diaclase, c'est ce qu'on appelle, ou de fracture pour rester plus général, c'est les fractures de Riedel, qui se forment au niveau d'une faille de type décrochante. Je vous rappelle au premier cours qu'on a vu les grandes familles de failles. Donc les failles décrochantes, ce sont des failles qui sont souvent verticales, sur lesquelles vous avez un mouvement qui est principalement horizontal, soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc là, vous avez un mouvement qui est vers la gauche. Et lorsque vous avez un contraste rhéologique important avec différentes couches, et donc une faille qui se limite aux couches inférieures, dans la partie supérieure, dans les formations géologiques qui sont dans la partie supérieure, on va développer un certain nombre de fractures de diaclase qu'on appelle de type de Riedel et qui sont orientées, comme vous l'avez ici sur ce schéma, avec plusieurs types de diaclases. Vous avez d'abord les diaclases T en tension qui sont parallèles
à sigma 1, perpendiculaires à sigma 3. Et puis vous avez les diaclases de type R et R', R pour Riedel, qui sont orientés avec un angle euh, bien particulier qu'on va décrire par la suite. Donc le schéma à gauche, je vous les illustre un peu vu en 3D comment on voit ce genre de fracture. L'important de comprendre, c'est que c'est lié à une zone de cisaillement qui est imposée euh, dans la couche, dans les formations qui sont sous-jacentes. Alors, les fractures de Riedel, les diaclases de type Riedel évoluent souvent sous forme de failles. On va avoir un cisaillement qui va se mettre en place sur le type R, le type R'. Et on va parler de failles synthétiques et de failles antithétiques. Notion qu'on reverra par la suite au travers d'un autre cours. Alors, un petit dispositif expérimental qui permet de comprendre et de voir la formation de ce genre de diaclase. Vous avez donc ici une boîte sur laquelle on va mettre un matériel qui peut se déformer, qui est principalement des billes de sable et puis de verre. Et puis en dessous, en rose, vous avez deux blocs qui vont se déplacer l'un par rapport à l'autre sous forme de mouvements décrochant vers la droite. Et on va regarder la déformation qui se fait dans la partie supérieure constituée de sable et de billes de verre. Donc c'est ce que vous avez ici. On voit les carrés au départ qui se déforment petit à petit, qui deviennent des losanges. Et on voit apparaître un certain nombre de fractures avec des orientations bien particulières par rapport à la zone de cisaillement. Et donc ça, ce sont les fractures, les diaclases de type Riedel que vous avez ici. Et vous avez également des fractures antithétiques avec un angle plus important par rapport à la zone de cisaillement. Autre type de diaclase qu'on a typiquement aux abords d'une faille, ce sont ce qu'on appelle les fractures de type pinnate en anglais. Donc pour les traduire, on pourrait appeler ça des diaclases, encore une fois, en plume. Donc ce sont des fractures qui se développent au voisinage d'une faille et qui forment un angle avec cette faille. Typiquement, elles sont parallèles à sigma 1, perpendiculaires à sigma 3. Et donc cet angle par rapport à la faille permet de reconstruire le mouvement. Ici, vous avez donc le sigma 1, la contrainte principale qui est verticale, la contrainte minimale qui est horizontale. Et donc on voit des fractures en bleu qui sont verticales, qui sont séquentes de la faille ici en rouge. Et l'orientation relative de ces fractures par rapport à la faille montre bien qu'on a une faille normale. Ça permet de reconstruire l'orientation des contraintes et de mieux comprendre le jeu sur cette faille si par exemple on n'a pas le décalage du niveau vert comme vous avez sur cette figure.